Bonjour à tous, j'espère que vous passez une excellente semaine. On se retrouve ce matin pour un nouveau CQFR, celui du mercredi 7 février 2024. Alors si vous étiez avec nous hier soir pour la late session sur Twitch, vous savez sans doute qu'Antoine s'est blessé au dos à l'entraînement de son équipe hier et donc il est au repos forcé. On pense évidemment bien fort à lui, il sera normalement de retour plus tard dans la semaine. On va quand même parler des matchs et de l'actualité de la NBA avec ce CQFR. Il y avait 7 matchs au programme de la nuit, mais avant ça, on va parler de la petite actu, du petit changement qui s'est produit au niveau du All-Star Game. On savait que Julius Randle et Joel Embiid ne pourraient pas être de la partie avec leurs blessures respectives. La NBA a tranché, Adam Silver, ou en tout cas la personne à laquelle il a délégué cette tâche, a décidé de sélectionner Scottie Barnes des Raptors pour sa première sélection All-Star Game. Ainsi que Trae Young. Trae Young, bon, c'était aussi attendu, il faisait partie des snobés comme on dit, même s'il n'y avait pas de vol manifeste, hein, mais bon, ça chagrinait pas mal les fans des Hawks vu la saison qu'il arrive à réaliser malgré leurs problèmes collectifs. Donc Trae Young et Scottie Barnes rejoignent ce roster de l'Est. Alors c'est deux intérieurs qui sont remplacés par un ailier et un meneur. Parmi les joueurs qui auraient pu éventuellement aussi passer le cut ou être appelés en remplacement, on peut penser à Jarrett Allen qui est excellent avec Cleveland depuis quelques semaines et qui est vraiment à l'origine de cette superbe dynamique des Cavs qui jouent carrément maintenant pour la deuxième place de la conférence Est. C'est pas, je pense que vu que c'est Adam Silver et l'NBA qui décident des remplaçants, ils se sont un peu dit que le public peut-être en termes de style de jeu préférerait voir Scottie Barnes et Trae Young que Jarrett Allen, mais Jarrett Allen a déjà été All-Star d'ailleurs, mais voilà, donc pour ce remplacement de Randle et de Joel Embiid dont on a aussi appris que qui serait réévalué dans un mois sur sa blessure. Il a été opéré, a priori ça s'est bien passé, mais on attend de voir de la manière dont il arrivera à guérir de ce problème. Donc les Sixers sont dans l'attente, tout le monde est dans l'attente, on verra dans un mois. Ils vont devoir trouver de nouvelles solutions pour réussir à compenser cette absence du MVP en titre et de celui qui était peut-être le frontrunner pour sa propre succession. Voilà pour la petite actu d'hier. On va passer au match, donc il y en avait 7. Je vais commencer par vous donner les résultats de la nuit en brut et puis après on détaillera ensemble les matchs un par un. Ça a commencé avec une victoire des Pacers à domicile contre les Rockets, 132-129. Il y avait le retour de Kyrie Irving à Brooklyn. Et Kyrie, vous le verrez, a brillé. Et les Mavs se sont imposés 119-107 sur le parquet des Nets. Il y avait un derby floridien où Miami a fait un réveil assez spectaculaire en dominant Orlando 121-95. Il y avait aussi les Knicks qui affrontaient l'équipe DEF, peu importe l'intitulé, mais une équipe évidemment encore déplumée des Grizzlies et qui l'a emporté de 10 points au Madison Square Garden, 123-113. Les Bulls ont fait une remontée incroyable contre les Wolves pour finalement s'imposer après prolongation 129-123. Le Jazz à domicile a surpris OKC 124-117. Je dis surpris, mais est-ce que c'est encore une surprise de voir le Jazz s'accrocher dans les matchs et battre des équipes qu'il n'est pas censé battre? Je crois pas, mais Utah en tout cas dominé OKC 124-117. Et l'affiche de la nuit, le dernier match qui était au programme, c'était la réception. Les Suns accueillaient les Bucks et Phoenix emportait 114-106. Donc on va parler maintenant des matchs un par un. Je voulais peut-être commencer par ce choc de la nuit entre Phoenix et Milwaukee. Les Bucks n'ont malheureusement pas pu éviter une 4e défaite en 5 matchs sous les ordres de Doc Rivers. Bon, c'était déjà un peu compliqué avant son arrivée, mais les résultats étaient pas catastrophiques. La 4 défaites en 5 matchs, ça commence à être un petit peu compliqué. Il va falloir qu'il y ait une dynamique qui s'enclenche, je pense, pour Milwaukee à un moment, parce que sinon cette arrivée en cours de saison va être remise en question, je pense, hein. Ce qui est déjà un peu le cas de ce qu'on entend ici et là. Les gens sont relativement sceptiques à ce sujet. Sur ce match-là, Phoenix a bien joué le coup. Phoenix a fait la différence dans le 3e quart-temps. Il y a eu un coup de boost avec un avantage de 15 points qui a été pris avec le trio KD, Booker, Bill qui a été plutôt performant. Kevin Durant a inscrit 28 points. Il s'est payé un joli poster sur
Bon, sur Yanis Antetokounmpo, c'est peut-être un peu, mais en tout cas avec Yanis Antetokounmpo dans son sillage, et il a réussi à claquer un énorme dunk. Devin Booker 32 points, Bradley Beal 25 points, ils ont été au rendez-vous. Il faut quand même noter que Damian Lillard ne jouait pas ce match, touché à la cheville, et que cette saison, mine de rien, même si on peut considérer que Damian Lillard n'est pas encore le Damian Lillard de Portland, il est quand même important pour les Bucks, et à chaque fois qu'il a été absent, c'est-à-dire il y a eu 4 matchs où ils ont joué sans lui, les Bucks sont perdus. Ils sont à 0-4 sans lui. Donc défaite des Bucks à Phoenix pour ce choc de la nuit. Je voulais parler quand même de Kyrie. Kyrie, on l'attendait au tournant un peu pour ce retour à Brooklyn. Brooklyn dont il était parti pas forcément en très bon terme. Ça s'était pas passé aussi bien que ça aurait dû depuis la formation d'abord de ce duo avec Kevin Durant, puis ensuite avec le trio avec Harden qui a été de très courte durée. Kyrie a parfaitement réussi son retour à Brooklyn. Alors, le public des Nets n'est pas historiquement, depuis l'existence de Brooklyn, en tout cas, peut-être que dans notre Jersey, quand même, c'était plus chaud. C'est pas un des plus chauds de la ligue, clairement. Parfois, on a un public assez clairsemé, on va dire, et pas forcément ultra chaud. Là, ça a sifflé au début. Il s'est fait huer sur ses premières prises de balles. Il a réussi à complètement retourner la situation, et il y a même eu des applaudissements sur les séquences suave techniquement dont il est capable, dont il a le secret, et les Mavs l'ont emporté avec 36 points de Kyrie, quelques super paniers, un alley-oop dont il était à la conclusion aussi, un très beau dunk, et il a complètement réussi, je trouve, ce retour. Il a été évidemment aidé, entre guillemets, où il a aidé Luka Doncic qui a roulé sur les Nets, hein. Il a commencé le match avec un masque de protection, il l'a vite enlevé. Tout ça l'a pas empêché de marquer 35 points, 18 rebonds, 8 passes, donc de passer pas très loin d'un nouveau triple-double. Les Mavs menaient de 17 points à la pause, et après ils ont plutôt géré la rencontre assez sereinement. Mais Kyrie a retourné la salle, on va dire, avec cette belle performance. De toute façon, cette saison, quand Kyrie est là, il manquait pas mal de matchs, mais quand Kyrie est là, il est irréprochable, et il est excellent sur le terrain, il faut lui reconnaître ça. Il y avait un autre retour. Est-ce que c'est un retour ? Il avait manqué le dernier match, Ben Simmons. Il a plutôt été intéressant, 9 points, 9 rebonds, 7 passes pour les Nets. Sa présence aussi change forcément les choses. Alors pas sur ce match-là, mais dans l'idée qu'on se fait de ce que peuvent faire les Nets sur cette deuxième partie de saison. C'est compliqué dans tous les cas, parce que je pense que Brooklyn s'envisageait un peu plus haut, et espérait avoir Ben Simmons plus fréquemment sur le terrain. En tout cas, quand il est là, il est intéressant. Il faut maintenant espérer qu'il arrive à le faire sur la durée, et pas un match par-ci, un match par-là. On peut passer au derby floridien peut-être. Miami qui est dans une période compliquée. Miami s'est réveillé avec la manière, en écrasant Orlando lors du derby floridien. Jimmy Butler, qui est un peu j'ai pas envie de dire en dilettante avec Jimmy Butler, mais bon, qui a eu des blessures, qui a eu des phases où il était pas à son meilleur niveau, de mon point de vue en tout cas. Là, sur ce match-là, il a accéléré quand il fallait, il s'est motivé, il a marqué 8 points de suite avec une réussite assez insolente dans le quatrième quart-temps. Ça a tué toute possibilité de retour du Magic dans ce match, et Miami finalement a gagné assez largement. Butler a fini avec 23 points, il y a 6 autres joueurs du 8 qui ont marqué au moins 10 points, et Butler a ajouté 8 rebonds, 8 passes et 3 interceptions. C'est seulement la deuxième victoire sur les 7 derniers matchs à domicile de Miami, qui avait beaucoup de mal à la maison ces derniers temps. Et je pense que cette victoire va faire du bien. Eric Spoelstra a parlé de ce match comme une victoire un peu référence pour surmonter cette période compliquée. Il y avait toujours à l'Est les Knicks, donc il y avait un peu un match cadeau, même si c'est jamais gagné d'avance en NBA, mais Memphis, comme je disais, l'équipe, on parle d'équipe B, d'équipe C, là les pauvres, ils sont tellement, sur le match précédent, ils avaient 13 joueurs à l'infirmerie sur la liste des blessés. Ils doivent rappeler des joueurs de J-League, des mecs qui sont sans contrat et auxquels ils doivent donner des contrats très très courts. Bon, là, ils sont encore présentés avec une compo, avec une équipe composée de joueurs dont on n'a quasiment jamais entendu parler. Ça veut pas dire que ce ne sont pas des bons joueurs de basket, mais c'est des joueurs qui parfois ont jamais eu d'opportunité dans la ligue, et bon, mine de rien, ils ont perdu que de 10 points, mais les Knicks ont logiquement dominé la rencontre. Jalen Brunson a marqué 27 points et distribué 8 passes.
Avant quand même de quitter ses partenaires un peu prématurément, il s'est blessé à la cheville. On espère que c'est pas grand-chose. Je pense que c'était plus de la précaution qu'autre chose. Et les Knicks ont encore eu l'apport de Dante DiVincenzo qui est excellent ces derniers temps. Depuis la blessure de Randle, je pense qu'il a vraiment step up offensivement. Il y a des matchs, il prend beaucoup de shoots et il ne rentre évidemment pas tout, mais DiVincenzo est quand même bien chaud, 32 points cette nuit comme je disais, et ça fait une 10e victoire en 11 matchs pour les Knicks qui continuent de carburer et de eux aussi se mettre à viser cette deuxième place qui semblait d'abord promise à Milwaukee. Et avec les difficultés qu'ont les Bucks, notamment là depuis l'arrivée de Doc Rivers, avec, comme je disais tout à l'heure, 4 défaites en 5 matchs, les équipes en profitent et Cleveland et New York sont ces équipes qui en profitent. On peut passer à l'ouest où la lutte pour les premières places est toujours aussi intense. Alors les Clippers ne jouaient pas, mais paradoxalement ils ont passé une très bonne nuit. Les Clippers sont en tête de la conférence ouest. Ils ont depuis leur canapé vu Minnesota et OKC perdre tous les deux. Alors Minnesota, on n'est pas loin de la faute professionnelle sur le parquet de Chicago. Minnesota avait 23 points d'avance contre les Bulls. Minnesota a dilapidé cette avance. Faut aussi saluer quand même la prestation des Bulls qui ont remonté ces 23 points avec Kobe White, DeMar DeRozan tous les deux à 33 points et qui ont instrumentalisé ce retour. Ils ont été très bons tous les deux. Mais Minnesota qui gâche 23 points et en prolongation, les Bulls ont pris le dessus juste après un match où ils avaient déjà été menés très très largement contre Sacramento et où ils étaient passés pas très loin d'une remontada, comme on dit. Cette fois, ça a fonctionné et les Bulls sont imposés en prolongation. Malgré 38 points d'Anthony Edwards, les Wolves passent 3e à l'ouest. Je pense que ça peut beaucoup changer d'un soir à l'autre dans cette conférence, en tête du classement avec la lutte à 4, avec donc désormais les Clippers qui sont en tête devant OKC et Minnesota, avec Denver en embuscade, évidemment, il ne faut pas les oublier, les Nuggets. Mais ouais, les Clippers reprennent la tête aussi parce que OKC c'est aussi incliné à Utah contre le Jazz. Après avoir aussi été en tête, alors il n'y a pas eu une avance aussi énorme que celle des Wolves à Chicago, mais en première mi-temps, le Thunder avait l'air de maîtriser les débats. Et le Jazz, fidèle à lui-même, fidèle à ce qu'apporte Will Hardy depuis qu'il est au coaching du Jazz. Utah s'accroche, Utah joue à fond, Utah joue dur, Utah joue propre en attaque. Et le Jazz a accéléré après le repos. On a vu un excellent Lauri Markkanen, encore 33 points, 11 rebonds. Aidé par John Collins qui met 22 points. Keyonte George, le rookie dont on parle pas beaucoup, mais qui fait aussi une belle première saison NBA, 16 points. Et je pense que les joueurs de Will Hardy en voulaient un peu plus. En tout cas, c'est l'impression qu'on a eue en deuxième mi-temps. Et ils ont surtout remporté la bataille de la peinture, 60-36 sur les points marqués à l'intérieur. Et malgré les 28 points de Shai Gilgeous-Alexander, les 26 points de Jalen Williams, les 22 points de Chet Holmgren, qui ont tous les trois plutôt fait le job en attaque, il n'y a personne qui a vraiment su hausser le ton pour défendre suffisamment fort pour freiner le Jazz, qui est toujours une équipe compliquée à gérer quand elle prend confiance dans un match. Et c'est donc une victoire de Utah 124 à 117. Qu'est-ce qu'il nous reste comme match à évoquer ? On n'a pas parlé d'Indiana, donc, qui était le premier match chronologiquement de la nuit. Les Pacers se sont donc imposés à domicile contre Houston. Ça se voit pas sur le score, mais ça fait 2 matchs, c'est le deuxième match de suite où je trouve Indiana plus intéressant défensivement. Ça commence en tout cas à ressembler un peu plus à quelque chose. C'était une équipe qui outscorait ses adversaires sans forcément s'intéresser à la chose défensive. Ça change un peu depuis l'arrivée de Pascal Siakam, toute proportion gardée. Et là, sur la deuxième mi-temps contre Houston, Indiana ne prend que 54 points. Et ils sortaient de leur premier match où ils ont réussi à maintenir un adversaire sous les 100 points. Donc ça commence à ressembler un peu à quelque chose. Et là, le troisième carton contre Houston a été très bon. Pascal Siakam, comme je disais, 29 points. TJ McConnell, toujours excellent, joueur que j'aime beaucoup, je sais que je le répète souvent, mais 17 points, et ils ont été tous les deux très très bons dans le troisième carton pour prendre l'avantage. Siakam prend ses marques à Indiana. L'association avec Haliburton
Ça prend un peu de temps, mais c'est normal, je pense. Haliburton, qui est pas non plus à 100%, je trouve, depuis son retour de blessure, il est sur des performances moins époustouflantes, ce qui est logique. Il a été tellement fort sur la première partie de saison avant son grand écart là, ouais, avec sa blessure aux ischio. Mais Siakam fait le job. L'alchimie vient petit à petit et ça fait une deuxième victoire de suite pour Indiana. Et Indiana qui a Philadelphie, hein, forcément. Philadelphie avec ce qu'on disait sur l'absence de Joel Embiid. Indiana, Philadelphie en ligne de mire. Et cette 5e place qui est très intéressante, qui est pas si inatteignable. Au niveau de l'écart, ils sont à 2,5, on va dire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le tiebreaker par rapport aux Sixers, mais avec 3 victoires, ça suffirait pour passer devant. Donc les Pacers intéressants contre les Rockets. Les Rockets qui ont eu 4 joueurs entre 20 et 30 points, notamment Jalen Green à 30 points, mais ça a pas suffi pour dominer Indiana. Voilà pour les 7 matchs de la nuit. Pour ma part, je ne vous retrouverai pas demain matin et vendredi matin. Je suis absent les 2 prochains jours. Normalement, Théo et Antoine vont tenir la baraque pendant que je ne suis pas là. Vous les retrouverez évidemment avec plaisir pour discuter des matchs qui se seront déroulés jeudi et vendredi. Il y aura aussi évidemment le CQFR du week-end. N'hésitez pas à continuer de nous envoyer vos questions à cqfr.rivers@gmail.com. On sera ravis d'essayer d'y répondre aussi bien que possible. N'hésitez pas à nous faire des quiz comme celui de la dernière fois. C'était marrant avec les détails des matchs, des performances cultes. On avait pris pas mal de plaisir avec Antoine à essayer de répondre à ça. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos remarques. On est toujours très très heureux d'avoir vos commentaires et vos conseils, vos critiques, vos remarques. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Et en attendant, je vais vous souhaiter une excellente journée et une excellente fin de semaine, du coup, comme je disais, puisqu'on se reverra pour ma part à partir de lundi. Bonne journée à tous!